Donc, déjà, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire, donc le dernier format de notre semaine Impact Management organisée par le MOVE. Une semaine qui est dédiée aux dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui innovent au niveau managérial et au niveau aussi de la gouvernance. C'est vraiment le sujet qui nous intéresse au MOVE, notamment puisque c'est un des critères qui fait partie de nos critères pour définir ce que c'est l'entrepreneuriat social, d'être dans une démarche de gouvernance participative, d'être dans une démarche aussi de management responsabilisant et de travail pour la qualité de vie au travail. Donc, je me présente, je suis Marjolaine Pain, donc je suis responsable territoriale du MOVE en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mes bureaux sont basés à Lyon. Je suis accompagnée de Solène de FlexJob qui est avec nous. Salut Solène. On a aussi avec nous Fantin Moreau de Mobilewood et aussi du projet Ulteria. Bonjour à tous. Et nous avons Philippe Berthaud, aussi de Mobilewood et du projet Ulteria. Bonjour. On vous remercie donc de l'intérêt que vous avez porté à notre webinaire. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, pour information, on enregistre ce webinaire. Donc, encore une fois, si vous souhaitez ne pas apparaître, votre vidéo ne pas apparaître sur le webinaire, vous pouvez enlever votre vidéo. On vous souhaitait, avant de commencer les discussions, on souhaitait savoir les personnes qu'on avait avec nous. Donc, si vous pouviez utiliser, en utilisant la barre du bas, vous avez un onglet converser ou alors un onglet chat, ça dépend de votre version de Zoom, de l'utiliser pour pouvoir nous écrire, d'abord de nous dire depuis quelle ville vous nous suivez. Donc, prenez, voilà, d'accord, super. On a Mathieu de Paris, Violette de Lyon, Annonay, Marseille, Grenoble, Vienne, Auray, Nantes, Alsace, Paris, Angers. Donc beaucoup de personnes des grandes villes de France. Super. Et à présent, on aimerait savoir aussi le nom de votre structure. On a aussi, je vois, on a aussi des personnes de Franche-Comté. Bonjour, Julie de Besançon. On a aussi une deuxième question, le nom de votre structure et le nombre de salariés que vous avez. Alors, on a Rhône-Alpes avec nous, 17 salariés, indépendants, donc un salarié, indépendant aussi, Agora Service, 150 salariés, indépendants. Eh bien, écoutez, super, merci beaucoup. Je vois qu'on a aussi Saline Royale, 60 équivalents temps plein. Super. Eh bien, merci de vous être prêté au jeu. Donc, on a 1 heure ce matin pour parler de management partagé, de management responsabilisant, innovant. Dans un premier temps, moi, je vais profiter pour vous présenter le MOVE en quelques minutes. Et puis ensuite, on va demander à nos intervenants de se présenter. On parlera de leur démarche et de leur fonctionnement. Et puis le sujet qui nous intéresse aussi, comment la crise a été vécue dans la structure Mobilewood, mais aussi auprès de FlexJob et de leur écosystème. On parlera aussi de bonnes pratiques, les bonnes pratiques qu'ils conseillent d'adopter pour avoir un management responsabilisant dans leur entreprise. On aura un temps de questions-réponses, donc vous pourrez poser vos questions dans le chat et nous, on prendra un temps pour les poser aux intervenants. Et du coup, après, on pourra enfin conclure avec, on va demander aux intervenants de partager si on devait retenir une chose, qu'est-ce que ce serait. Donc voilà, donc profitez du temps d'échange pour bien écrire vos questions tout au long de l'échange dans l'onglet converser. N'hésitez vraiment pas à le faire dès maintenant, dès que vous avez une question. Et puis on prendra 15 minutes en fin d'échange pour pouvoir les poser aux intervenants. Donc, à présent, je vais vous présenter en 2 minutes le MOVE. Alors, aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce qu'en plus, le MOVE fête ses 10 ans aujourd'hui et à la même heure, on change de nom.
Donc, vous êtes un petit peu aussi les privilégiés ce matin à 11h07, parce que je pense que le nouveau nom n'a pas encore été déclaré officiellement, mais il est en train. Donc, on est en train de changer de nom et on va s'appeler aujourd'hui le mouvement Impact France et plus le Move. Donc, on sera un mouvement qui va essayer d'être un équivalent au MEDEF, c'est ce qu'on aime bien dire pour se présenter et que ça fasse une image assez forte auprès des entrepreneurs et des politiques, etc. Donc, le Move, du coup, maintenant, le mouvement Impact France. On a 2 missions. Une première mission de plaidoyer où on va travailler avec des parlementaires, on va travailler avec des députés, on va travailler au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif Nous sommes demain, qui représente des grands réseaux d'entrepreneurs en France pour pouvoir leur faire des propositions, pour pouvoir peser au niveau politique, faire peser l'entrepreneuriat social et à impact écologique et social auprès des politiques. Donc, par exemple, faire nos propositions pour les plans de relance, faire nos propositions à des candidats pour les municipales, les régionales, les présidentielles, etc. Donc, on a cette grosse partie politique et on a une autre partie qui est plutôt d'animer la communauté. Donc, ça va être des rencontres sur des sujets comme on est en train de faire aujourd'hui, sur des sujets d'impact management, sur des sujets digitales, sur des sujets de changement d'échelle. Ça va être d'organiser des rendez-vous d'affaires, des programmes nationaux, enfin voilà, tout ce qui permet à nos entrepreneurs de grandir et d'évoluer sur leur territoire, mais même au niveau national. Donc le Move est vraiment un réseau national avec un siège à Paris, des administrateurs de toute la France et 2 coprésidents. Donc on a Eva Sadoun et Jean Moreau, donc Eva Sadoun de Lita.co et Jean Moreau de Phoenix, qui sont nos 2 coprésidents. Voilà, ça c'est pour l'histoire du Move. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet, il est 11h10, on est à l'heure. Je vais demander, donc déjà pour commencer, à Solène. Solène, tu es facilitatrice au sein de FlexJob. Est-ce que tu peux te présenter toi, mais aussi présenter FlexJob en 1 minute ? Oui, merci et bonjour à tous. Si jamais vous m'entendez mal ou même pour mes collègues, n'hésitez pas aussi à me mettre dans la conversation parce qu'il peut y avoir des différences de réseau. Et donc, passer cette partie méthode pour FlexJob. FlexJob est une structure de 10 personnes basée à Lyon. Et notre raison d'être, c'est de repenser les modes d'organisation et de fonctionnement dans nos structures professionnelles au sens large, hein, donc entreprises, publiques, associations, etc. et de différentes tailles. Et avec un parti pris quand même important en se disant que justement c'est une organisation agile et distribuée qui fera l'avenir de nos organisations et de nos hommes et femmes qui les constituent. Donc moi je suis facilitatrice au sein de cette structure comme des collègues, donc pour accompagner nos clients dans cette dynamique. Et pour faire le parallèle, on est aussi le laboratoire de choses auxquelles on croit. Donc on teste aussi chez nous des modes de fonctionnement dit innovant, même si le terme n'est peut-être pas très approprié, pour tester des choses. Donc, du coup, peut-être dans les exemples que je donnerai, parfois, ça concernera notre structure directement, parfois ce qu'on voit chez nos clients, parfois ce qu'on recherche parmi d'autres pour pouvoir inspirer aussi les changements de demain. Super, merci beaucoup Solène. À présent, je vais demander à Fantin et Philippe, tous les 2 salariés chez Mobilwood et aussi impliqués dans le projet Ulteria, de pouvoir se présenter chacun à leur tour et présenter Mobilwood et potentiellement aussi le projet Ulteria. Oui, pour présenter déjà Mobilwood en quelques mots. Mobilwood, on est basé à Cravant, à côté d'Auxerre, dans l'Yonne. On est une entreprise d'à peu près 70 salariés. Et on réalise de l'agencement d'espaces commerciaux, principalement en bois massif. En fait, aujourd'hui, on arrive plutôt bien à penser, même s'il y a encore pas mal de progrès à faire, on arrive plutôt bien à penser la coque des bâtiments. Et Mobilwood impacte vraiment au niveau de tout ce qui est l'intérieur, l'agencement, l'ameublement,
pour répondre de manière la plus écologique possible pour pouvoir avoir des intérieurs les plus sains possibles. Ça, donc, on travaille beaucoup et principalement le bois et notamment le bois massif français. Et pour ma part, au sein de la structure Mobilewood, je suis là depuis 4 ans maintenant et j'ai pas mal changé et évolué dû notamment à notre changement d'organisation pour aller à la fois sur tous les questionnements RH de l'entreprise, les changements de management, transformer les gestions d'équipe. Et là, aujourd'hui, je travaille principalement sur l'accompagnement et la construction de notre nouveau site de production, toujours centré sur l'humain et l'utilisateur final. Et pour ma part, cela fait 1 an maintenant que je suis dans l'entité Ulteria. Je m'occupe de tout ce qui est, excusez-moi, de tout ce qui est opération au sein de Ulteria. L'objectif, c'est d'améliorer de l'efficience au niveau des opérations tout en gardant ce qui fait la genèse de nos organisations et de l'ADN. Et je m'occupe plus particulièrement du projet de transfert de l'activité du site de Cravant vers le nouveau site de Saint-Brieuc, dont vient vous expliquer Quentin. Super, merci à tous les deux. À présent, on va rentrer avant de parler de management, je vais d'abord vous poser la question sur la démarche de vos structures, ce que vous défendez, quelle est votre vision, votre raison d'être, pourquoi vous avez mis en place des managements innovants. Donc, je vais d'abord m'adresser à Solène. Solène, est-ce que tu peux nous dire ce que FlexJob défend, quelle est sa vision? Pourquoi, selon vous, c'est important pour une entreprise de développer de nouvelles pratiques managériales? Enfin, en tout cas, pourquoi FlexJob s'est mis sur ces sujets-là? Quelle est la raison d'être et la vision de FlexJob? Effectivement, tout à l'heure, je parlais justement d'un parti pris qu'on avait de travailler vers plus d'agilité. Nos 3 piliers et mots d'ordre sont la responsabilisation, l'autonomie et la coopération. Et en fait, d'où on tire ces éléments? Pourquoi maintenant aussi peut-être? Parce qu'il y a des entreprises qui aussi ont très bien fonctionné jusque-là avec d'autres fonctionnements. On voit aujourd'hui justement un renouveau du travail avec un changement fort au niveau de la digitalisation. Alors aujourd'hui, ça paraît presque obsolète de se le dire avec ce qu'on vient de vivre et d'être aujourd'hui, par exemple, réunis autour d'un webinaire avec des personnes partout autour de la France, c'est vraiment génial et on en voit bien l'illustration. Forcément, ça nous amène à revoir comment on travaille. Là où il n'y a pas si longtemps, il y a 30 ans, il fallait forcément passer au bureau pour venir avoir le courrier qu'on avait reçu, pour avoir un échange, ne serait-ce que ça. Et donc, c'était vraiment vital. Maintenant, avec la digitalisation, on a plein d'autres possibilités de fonctionner et tout va aussi plus vite. On le voit, on peut justement planifier nos réunions très rapidement. On est au courant de ce qui se passe avant son manager quand on est dans une équipe, avant même sa direction. Dans le domaine de la santé, il y en a qui arrivent à prédire des épidémies de grippe avant les médecins, rien qu'en regardant les recherches qu'il y a sur Internet. Donc forcément, au niveau de la vitesse, il y a des choses qui changent énormément et qui nous amènent à repenser la façon dont on fonctionne, où on ne peut plus se reposer sur un fonctionnement pyramidal avec justement le temps de monter les problématiques tout en haut et redescendre les décisions tout en bas. Il y a tout qui va changer. Et avec cette prise de conscience, justement, au niveau du terrain, l'ensemble des équipes aussi recherchent plus de sens dans ce qu'ils font, ce qui va avec. Et il y a un point aussi important sur la conscience écologique. Et là, Mobilewood en parle beaucoup, justement, ce que vous avez dit sur comment avoir des aménagements plus adaptés aussi d'un point de vue environnemental et impact. Donc, on a toutes ces questions-là qui fait que forcément, nos entreprises, nos organisations qui constituent, qui moulent notre société d'aujourd'hui ont une mission aussi de repenser comment elles s'intègrent et comment elles apportent le changement dans nos sociétés. Et le management, pourquoi c'est vrai qu'on parle beaucoup du management là-dedans? C'est parce qu'en fait, c'est la pièce maîtresse quand on dit, par exemple, au niveau pyramidal, en fait, c'est les managers qui sont les courroies de transmission à l'ensemble de ces éléments. Et donc, du coup, quelle position ils ont demain si on n'est plus dans ce fonctionnement. On le verra, c'est pas forcément
c'est pas une disparition du management. Il y a des articles qui sont parfois un peu provocateurs là-dessus, mais c'est peut-être plutôt une revue des rôles, une redistribution des rôles. Ces rôles sont toujours là, mais ont besoin d'être revus. Potentiellement, ces casquettes peuvent être jusqu'à distribuer, mais ça, on pourra en parler un petit peu dans les exemples. Super, merci beaucoup Solène. Oui, on parlera après du fonctionnement, on pourra prendre des exemples. Je vais m'adresser maintenant à Fantin qui a connu la transformation de Mobilewood et qui l'a suivi. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur la démarche de Mobilewood dans sa transformation il me semble que vous vous appelez entreprise libérée, hein, vous êtes dans cette nomination-là. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous en termes de positionnement, de vision, de raison d'être? Voilà, qu'on puisse connaître un petit peu la posture de Mobilewood avant de parler de vos pratiques managériales. Je pense pour bien comprendre la transformation et le changement de Mobilewood, c'est intéressant juste de présenter en 2 mots Ulteria. Mobilewood appartient à Ulteria, qui est un écosystème un petit peu plus large qui regroupe à la fois entreprises, mais plein d'autres activités qui sont très différentes de l'entreprise de Mobilewood. La raison d'être d'Ulteria, c'est d'essayer d'expérimenter plusieurs choses pour essayer de voir comment on peut créer un nouveau modèle, un nouvel écosystème au service de l'homme dans sa globalité et créateur de valeurs sociales, de valeurs économiques, de valeurs environnementales, sans les dissocier. En 2 mots là, par rapport à ça, en fait, on a ouvert une école parce qu'on pensait vraiment la question de la formation et de l'éducation comme primordiale dans ce changement sociétal. On a aussi une partie agricole avec une ferme parce que la question de comment se nourrir aujourd'hui est un vrai enjeu. Et la partie de Mobilewood, qui est vraiment un petit peu l'histoire et l'origine de ce projet-là, elle vient du fait de comment, comme on passe entre 7 et 10 heures par jour, 5 jours par semaine au boulot, comment on fait dans cet espace-là pour recréer cet environnement le plus pertinemment possible pour ceux qui travaillent dedans. Et en fait, Mobilewood, déjà depuis les années 90, c'était super investi dans cette question écologique, très précurseur. On a eu un gros partenariat qui court encore maintenant avec Biocop dès les premières pierres qui ont été montées. Vraiment, ça avait un côté très militant à l'époque. Et en fait, cette question écologique a toujours été l'ADN de Mobilewood. Et en 2006, quand Sébastien et Alexis ont repris l'entreprise, ils se sont dit, en fait, la question écologique est formidable, mais elle n'est pas complète. Il faut l'intégrer dans une vision plus globale, qui est la vision humaine. Et comment, du coup, on ramène ce côté humain en plus de ce côté écologique. Et du coup, il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites, quelques expérimentations. Et en 2016, entre 2015 et 2016, on a trouvé un modèle qui s'appelle Holacracy, qui est en deux mots un système de management clé en main où on transforme l'entreprise en alignant vers une raison d'être, en remplaçant le management par des processus. Et si je résumais un petit peu très succinctement, en fait, c'est on définit une constitution, un code de la route et tout le monde le respecte et du coup, tout le monde conduit bien et l'entreprise roule toute seule. Et donc ça, on a mis ça en place en 2016 et on en reparlera un petit peu après, et derrière, on l'a fait vraiment évoluer jusqu'à aujourd'hui. Super, merci beaucoup Fantin. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet, dans le management. Solène, je m'adresse à toi. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi concrètement et pour FlexJob de développer des pratiques managériales responsabilisantes dans une entreprise? Comment cela se traduit dans les faits? Est-ce que, un peu comme Fantin vient de parler d'holacratie, etc., est-ce qu'il existe des modèles, des concepts à suivre ou pas? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire avoir des pratiques managériales responsabilisantes? À quoi ça ressemble? Alors, je pense qu'effectivement, Fantin et Philippe viendront un peu illustrer ce propos par rapport au point de démarrage de Holacracy. Il y a justement certaines fondations, des choses qui sont écrites, il y a des livres, des méthodologies, sociocratie, Holacracy, etc., entreprises libérées qui existent, qui sont que nous, on voit comme des inspirations. De notre côté, en tout cas, notre volonté, c'est pas forcément
de mettre en place des modèles, mais plutôt de s'en inspirer. Justement, aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'on voit quand même une volonté de plus en plus forte d'aller vers des organisations différentes, de repenser son management. Et du coup, il y a beaucoup d'inspirations qui existent dans des concepts tels que l'holacratie peut l'être et dans des entreprises. Donc nous, en fait, la recommandation, c'est vraiment d'aller s'inspirer dans plein d'entreprises. Donc, en général, il y a des phases où on commence par ça et de voir justement ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Dernièrement, justement, Identicar, qui est sur du matériel automobile, témoignait pour une autre structure de sa transformation et disaient eux-mêmes que justement, ils étaient allés en voir d'autres et que ça les a fait réagir, par exemple, sur des choses qu'ils n'avaient pas envie de mettre en place, qui ne correspondaient pas à leur philosophie, qui ne correspondaient pas à leur contexte, mais qui les avaient quand même fait avancer, parce que ça les a obligés aussi à se positionner. Ou parfois, justement, il y a des bonnes idées qu'on va vouloir retenir. Par exemple, des clients qui sont allés voir Konica Minolta, qui a fait aussi beaucoup de choses, a retenu une carte qui a été distribuée à l'ensemble des employés, des collaborateurs, et qui leur donnait l'autorisation d'agir en autonomie ou même l'engagement d'agir en autonomie avec tant qu'on respecte telle et telle mission d'entreprise, tant qu'on est dans tel budget et dans tel périmètre, vous avez le droit, même le devoir, d'agir en autonomie, et ça avait été un acte fort pour, au-delà des mots, concrétiser un petit peu ce passage à la responsabilisation. Donc, il y en a qui peuvent reprendre ça au sein de la CAF qu'on accompagne aussi. Ils sont en train de réfléchir comment justement sortir une décision cadre de management qui est toujours demandée et comment arrêter de sortir ça de la culture. Il peut y avoir des choses encore plus aussi concrètes sur le fait de souvent la notion de liberté dans l'utilisation d'un certain budget par les services clients, ou le fait d'enlever les parts fixes des commerciaux. La partie salaire aussi peut être regardée, il peut y avoir plein d'idées. Et pour répondre... ça répondra en partie à une question de Claire. On incite même justement à croiser les observations entre les différents secteurs privés et publics aussi. Parce que c'est aussi la force de cet aspect sur le management, c'est qu'on est tous concernés. Face à l'humain et face à être centré humain, il n'y a pas de privé et public. On a tous une mission sociale par rapport aux collaborateurs. Et donc, du coup, au contraire, ça peut s'enrichir parce que à un moment donné, il y a eu effectivement des contextes très différents, mais vis-à-vis du management, quand il y a toute cette volonté, il y a des partages hyper riches à faire. Super, merci beaucoup Solène. Je vais m'adresser maintenant à Fantin pour que tu puisses nous expliquer concrètement comment ça fonctionne au sein de Mobilewood. C'est quoi les pratiques managériales que vous avez mises en place? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples et quels sont les moyens qui ont été mis en place pour pouvoir faire ces pratiques managériales? Je m'appuie pas mal sur ce que dit Solène en fait. Nous, je dirais, avec un peu de recul, une erreur qu'on a faite, c'est de vouloir plaquer un modèle qui était complètement clé en main, très simple, holacratie, magnifique. Et ça a été à la fois une source d'inspiration, mais un modèle complet. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement, même si on a essayé de le pousser assez loin, on l'a poussé pendant 2 ans. L'holacratie dit il n'y a plus de manager, mais vraiment plus du tout de manager, d'une manière en rupture assez violente. Et à ce moment-là, on ne s'est pas tant inspiré de ce qui pouvait exister un petit peu partout. On a dit ce modèle, il est génial, chez nous, il va marcher, on va avancer comme ça. Et à ce moment-là, en fait, on a redéfini. Alors, il y a des choses hyper intéressantes. On a redéfini complètement nos processus RH qui aujourd'hui ont un petit peu évolué, mais fonctionnent encore très bien, notamment sur la réévaluation des salaires, sur la participation à l'intéressement, sur nos entretiens annuels. Ça, c'est des choses qui nous ont permis d'évoluer énormément et de manière très rapide. Et par contre, par exemple, au niveau de tout ce qui est organisation, tout ce que les managers font avec leur vraie importance, ça, on l'a supprimé du jour au lendemain. On a eu
des conséquences qui étaient assez catastrophiques en fait en termes de qualité client, de livraison, d'organisation globale, gestion de planning. Opérationnellement, en fait, en supprimant les managers, on a supprimé aussi tout l'intérêt, tout leur cœur de métier principal qu'on n'a pas réussi à distribuer correctement. Et en fait, ça, du coup, au bout de 2 ans à peu près, on a commencé à le faire réévoluer complètement. D'abord en essayant de transformer ça en mettant un binôme, ce qu'on appelait un binôme leader, donc 2 personnes très complémentaires qui géraient du coup par cercle, par gros, on va dire gros groupe projet, l'entreprise, de manière à pouvoir vraiment recréer toute cette partie organisationnelle qui nous a manqué. Et puis de la même manière, en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il y a des endroits où ça marchait très bien, d'autres endroits où ça ne marchait pas bien. Ça, je ne l'ai pas vraiment précisé, mais on est à peu près moitié-moitié entre bureau, atelier. Donc vraiment, on a une entité de production qui est très forte, très puissante, très ancrée, avec des valeurs hyper profondes dues à l'histoire de l'entreprise. Et en fait, on a voulu appliquer un modèle unique à tout le monde. Et ça, très complexe, et on en reviendrait complètement si on le faisait différemment aujourd'hui. Et on l'a fait évoluer au fur et à mesure. On s'est beaucoup fait accompagner ensuite par d'autres personnes extérieures, notamment sur tout ce qui est développement personnel des gens. Ça, c'était un gros pas en avant. Et ça, je le conseillerais énormément en fait, d'appliquer ça pour pouvoir en fait, mieux se connaître soi. Ça permet de mieux travailler avec les autres. Et ça, on ne le dit jamais assez. Et là, aujourd'hui, on est reparti, on a recréé un modèle où, pareil, on marche plutôt en gros groupe projet, gros groupe métier, groupe projet, avec des managers qui sont liés avec une sorte de cadre managérial, avec des préceptes de management liés à la sollicitation d'avis, liés à ce qu'on a défini comme intelligence collective, qui sont des règles posées pour manager correctement, manager dans les valeurs de Mobilewood, mais avec vraiment cette question du management qu'on a vraiment remis au centre. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, un fonctionnement en groupe projet, c'est ça que je comprends, Fantin, avec des managers bien formés. On mélange un petit peu avec des managers qui sont vraiment liés. En fait, on peut aujourd'hui parler de manager serviteur, de manager au service d'eux. En fait, il y a vraiment une question de posture du management, au-delà du modèle, de posture du management. Et pour pouvoir pousser ça vraiment plus loin, on s'est rendu compte que le point de base, c'est d'être toujours en mouvement, toujours en progrès. Et donc là, on se fait accompagner toujours autant. Et en plus, on a formé des gens en interne. On a formé 3-4 personnes en interne qui accompagnent les managers, qui accompagnent les autres structures de l'écosystème, qui accompagnent l'extérieur aussi, sur ces questions de management, des questions d'apprentissage. En fait, il y a plein d'outils sur comment on apprend à remercier l'autre, comment on apprend à accepter les phases dont chacun passe par rapport à une information. Et du coup, beaucoup de travail autour de l'accompagnement de l'humain qui est vraiment la clé, plus que le modèle dans sa globalité. D'accord. Donc du coup, je suppose que ça induit qu'au niveau du recrutement, le recrutement de ces managers est un temps vraiment important et très suivi et très… Il y a quelque chose au niveau du recrutement, vous avez des pratiques un peu différentes peut-être? Ouais, en fait, pareil, ça a été dans ces questions RH une des premières choses transformées, qui a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on a un process très carré, très cadré, avec on s'appuie pas mal sur un test plutôt en interne qui s'appelle un Perfeco, qui permet d'avoir pas mal de questions, des éléments clés de compréhension de la personne pour voir comment elle s'intègre avec l'équipe. Ça, c'est une première étape. Derrière, il y a plusieurs entretiens. On a un processus assez lourd, je dirais, mais qui est hyper riche parce que la personne rencontre les équipes, rencontre une personne qui filtre, rencontre les dirigeants. Il y a un croisement énorme. Derrière, on a un process, une animation de réunion vraiment basée sur comment on sépare les questionnements, la réaction, de manière à pouvoir pas se polluer, du coup faire ressortir le meilleur et savoir vraiment à la fin si la personne est vraiment adaptée, elle va fonctionner. Et ça, on l'a beaucoup fait évoluer. C'est un des process qu'on a fait le plus évoluer parce que
fait, si le recrutement est bien fait, c'est un gain de temps, d'argent qui est énorme et derrière de progrès pour l'entreprise qui est vraiment colossal. Et du coup, c'est un de ceux qu'on a fait le plus évoluer aujourd'hui, chez nous en tout cas, parce qu'on ne pourrait pas le plaquer de la même manière chez quelqu'un d'autre, mais chez nous, c'est un process qui roule super bien. Super, merci beaucoup. Vous nous avez donc donné des exemples de pratiques managériales. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir savoir, quand on a ces pratiques-là mises en place dans son entreprise, comment on vit une crise, comment on vit un confinement puis une crise, comment ça se passe. Du coup, je vais m'adresser à Philippe pour Mobilewood et le projet Ulteria. Comment vous avez vécu le confinement, le temps de confinement et la crise en ce moment chez Mobilewood? S'il y a eu des adaptations à faire, quelles ont été ces adaptations et comment ça a été mis en place? Donc, la période de confinement, elle a commencé de manière très violente parce qu'on a décidé un vendredi matin de fermer les organisations à partir du lundi matin. Et comme on est une organisation qui est quand même basée et centrée sur l'humain, notre premier souci a été de comprendre comment on allait garder le lien social avec l'ensemble des équipes, que ce soit les équipes qui soient purement opérationnelles ou les équipes qui sont plus administratives dans les bureaux, sachant qu'on est en moyenne 50-50. Les équipes opérationnelles se retrouvent à 100% en chômage partiel et les équipes administratives, pour un certain nombre, comment on continue à travailler en home office. Donc, ce qu'on a déjà créé, c'est tout un réseau d'animation avec des groupes WhatsApp. Alors, on n'a pas créé des groupes WhatsApp pour des groupes WhatsApp. On a une personne en particulier qui s'est chargée d'animer les groupes WhatsApp pour créer un lien social. Et à notre grand étonnement, mais c'est aussi la conséquence de toutes les organisations et toutes les évolutions qui ont été faites au sein de l'entreprise, le groupe WhatsApp des opérationnels a marché du feu de Dieu. Et avec à la fin, on n'a même plus besoin d'animer, c'était auto-animé. Et les gens, je dirais, ont gardé un lien social entre eux, qui était d'ailleurs des fois lié au milieu professionnel ou des milieux personnels. Mais on a créé quelque chose, un nouveau lien entre les personnes grâce à ces groupes WhatsApp. La deuxième chose que l'on a fait toujours dans le souci de prendre soin de nos collaborateurs, c'est qu'un certain nombre de volontaires, ce n'est pas seulement des managers, et ça c'est très important, ont décidé d'appeler les autres collaborateurs de manière tournante. C'est-à-dire que toutes les semaines, on appelait, chacun d'entre nous appelait une dizaine de personnes, en plus des groupes WhatsApp, pour discuter avec la personne et pour essayer de sentir des signaux faibles si la personne avait des difficultés à titre personnel, avait des difficultés à titre, je dirais, familial ou alors de santé. Et grâce à ces coups de téléphone qui étaient plus basés sur la confiance, sur la proximité, on a pu avoir certains signaux faibles et prendre des mesures d'accompagnement et d'aide pour des collaborateurs. Systématiquement, on a communiqué très, très régulièrement sur l'état d'avancement de toutes les grandes décisions prises au sein de l'entreprise pour essayer de donner un futur et une fin aux organisations. Alors, on a mis aussi à profit ce temps-là, qui était un temps, je dirais, que j'appelle entre parenthèses par rapport à de l'opérationnel pur, où on est souvent, je dirais, poussé par l'urgence, poussé par le fait de livrer un client, pour retravailler sur des processus structurants. Et c'était vraiment très, très bénéfique au niveau du télétravail, parce qu'on a pu mettre en place toute une organisation des processus de pilotage de projet avec des revues hebdomadaires de la part du manager. Mais après, les équipes, toujours dans le concept d'autonomie, se sont prises en charge et ont géré chacun à leur niveau des pilotages de projet en équipe projet et sous-équipe projet. Et on a fait avancer de manière assez fulgurante un certain nombre de projets qui auraient peut-être mis des mois, voire des années à voir le jour. Et le troisième point qui est aussi très, très intéressant, c'est un changement de paradigme de la relation client-fournisseur. On a des clients qui sont des clients, je dirais, comme tout client, qui ont leur qualité et leurs défauts, mais c'est toujours une relation client-fournisseur. Et là, on a senti une sorte d'entraide entre le client et nous en tant que fournisseurs. Par exemple, on a beaucoup de monteurs qui devaient aller monter des magasins, mais les hôtels étaient fermés, les restaurants étaient fermés. Et on a des clients qui nous ont prêté des maisons, qui ont amené des repas à nos monteurs sur le lieu de montage, à la fois pour que leur prestation soit faite, mais aussi pour rendre service à leurs fournisseurs.
Donc, de toutes, je dirais, ces changements de méthodologie, ça a été très, très efficace. Un certain nombre de ces pratiques est resté en place. Je parle par exemple de la gestion de projet, je reviendrai tout à l'heure, mais d'autres ont été beaucoup plus éphémères, comme l'animation des groupes WhatsApp. Parce que quand on revient après dans le travail de tous les jours, il n'y a plus tellement d'intérêt de communiquer au travers d'un outil réseau social parce que la communication se fait au jour le jour. Super, très intéressant ce partage d'expérience. Merci Philippe. Je vais m'adresser à Solène maintenant. Solène, comment tu perçois, comment tu as perçu la crise vécue en termes de management et peut-être quelle est l'ambiance qui en ressort vis-à-vis de l'écosystème dans lequel tu es, de tes clients ou d'autres entreprises qui gravitent autour de FlexJob? Est-ce que c'est plutôt vers une accélération de nouvelles pratiques managériales qu'on appellerait responsabilisantes ou plutôt un recul pour justement se protéger et contrôler dans une période de crise? Et bien justement, j'allais reprendre le terme plutôt accélération. Complètement, c'est vraiment ça. Alors que nous, on a pu constater et puis que les clients ou d'autres avec qui on discute peuvent dire, c'est vraiment ce terme-là qui est tout le temps repris. C'est un accélérateur et un accélérateur vraiment dans tous les sens. Par exemple, au début, quand on se disait la digitalisation, la quête de sens, la conscience écologique, tout ça, on voit bien, même sans parler du domaine de l'entreprise, que ça a été des gros sujets qui ont beaucoup été évoqués pendant le confinement. C'est vrai que pendant le confinement, de notre côté en tout cas, et notamment comme c'est notre cœur d'activité, on s'est posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça allait donner. Par exemple, il y a la Cave du Rhône que j'accompagne dans un projet de transformation managériale, mais aussi organisationnelle qui veut effectivement toucher tout le monde. On avait fait juste la réunion de lancement 2 jours avant le confinement. Et du coup, c'était vraiment l'interrogation, même avec la directrice et la chef de projet qui suit ça, de comment ça allait évoluer. Et donc, ils ont pris beaucoup de temps pour… déjà, ils ont mis beaucoup de choses en place sur des choses comme l'a pu évoquer Philippe, pour garder aussi la communication, etc. Et ils ont très vite, même avant la fin du confinement, interrogé leurs agents, leurs managers pour savoir ce qu'ils en tiraient, comment ils le vivaient. Et les retours ont été assez bluffants sur une motivation hyper importante à poursuivre dans le cadre de cette transformation ils avaient fait, eux-mêmes initié des choses un peu avant le confinement. Et il y en a même, sans s'être interrogé directement là-dessus, qui disaient notre projet d'entreprise de transformation, là, il faut qu'il y aille, quoi. Il faut qu'on y aille à fond. Ça va vraiment dans ce sens-là. Donc là, c'est un exemple par cet exemple-là de la Cave du Rhône, mais c'est vraiment assez généralisé. Les projets de déménagement qui se questionnaient sur les nouveaux modes de travail, il n'y en a aucun qui s'est arrêté. Au contraire, ils ont pu mettre encore plus en avant le besoin de discuter du télétravail, de comment ça impacte le management, quelle position on va avoir quand on est plus à distance. Et typiquement, cette partie distance, quand on n'a pas l'ensemble des équipes, forcément, on est obligé de travailler sur son niveau de confiance, on est obligé de travailler sur son niveau de délégation. Et donc, c'est en ça aussi que ça a beaucoup aidé. Et je dirais, après, ça a accéléré, ça a été révélateur pour certains qui n'étaient pas forcément convaincus. Et du coup, aujourd'hui, les grosses différences qu'on voit, c'est que tout dépend comment on s'en saisit. Soit justement, on ferme les yeux et on dit que c'était juste un moment comme ça et que maintenant, c'est plus pareil, qu'on va revenir comme avant, etc. Soit on se dit justement, au contraire, comment on profite de tout ça. Et c'est ce que tu disais, Philippe, il y a des choses qui sont très spécifiques à cette période qui effectivement ne font pas sens à reprendre, mais d'autres, au contraire, comment on travaille plus dessus. Pour rester sur l'exemple de la Cave du Rhône, sur des processus qu'ils ont naturellement simplifiés, des échanges qu'ils ont fait entre services, et bien ça, justement, sans demander des accords de managers, etc., ils rebondissent dessus et essayent de le faire perdurer. Et du coup, pour dans le sens comment, moi je suis convaincue que des entreprises qui avaient déjà commencé cette transformation s'en sont potentiellement un peu mieux sorties. Nous, en tout cas, chez FlexJob, c'est le ressenti qu'on a eu aussi. On est une structure, il n'y a pas de management, où on essaie justement systématiquement de se poser la question de chacun des rôles, comment ils peuvent être pris en charge
par l'ensemble de l'équipe. Et du coup, cette période aussi nous a permis de bien tester aussi notre modèle, de voir comment on s'en saisissait. Et collectivement, justement, on a revu nos rituels d'équipe pour que ce soit adapté à cette période. Et puis pour l'aspect convivialité et même potentiellement des périodes dures que certains ont traversées, on a mis en place pour les petites choses ce qu'on a appelé des random visio. C'est chaque semaine par trinôme. On était attribués par trinôme et on se faisait un échange un peu informel, et ce qui nous permettait aussi de parler de comment ça se passait chez nous, de comment on vivait la période. Pareil, on avait une grosse baisse d'activité de notre côté, donc comment on le ressentait chacun et comment ça allait redémarrer. Donc, c'est la capacité d'agilité et de flexibilité apportée par ces structures, je trouve, qui a été bénéfique. Merci beaucoup, Solène. Bon, tu as déjà un petit peu répondu à ma question suivante, donc je vais m'adresser directement à Philippe et peut-être Fantin s'il souhaite apporter des éléments. Du coup, pour des entreprises, des structures qui ont déjà mis en place, par exemple, une gouvernance partagée et un management responsabilisant, est-ce qu'on observe aujourd'hui que ces entreprises-là qui ont déjà mis en place tout ça, ça a facilité la gestion de la crise? Donc là, je ne parle plus du confinement, mais vraiment de cette période en ce moment de crise. Est-ce que ça facilite vraiment la gestion de cette crise en interne, ou bien au contraire, ça représente des freins? Ou alors, c'est peut-être aussi, ça dépend des entreprises, ça dépend des structures, ça dépend de leur fonctionnement. Mais vous, par exemple, au sein de Mobilewood, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'avoir cette gouvernance et ce management responsabilisant, ça a permis de gérer en interne la crise d'une meilleure façon que si vous n'aviez pas mis ça en place? Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Solène, c'est que dans ces organisations-là, ça ne peut que faciliter la gestion d'une crise parce que ça facilite la communication. Une des particularités, c'est que les gens s'expriment très très facilement et il n'y a pas de non-dit. Donc à partir du moment où il n'y a pas de non-dit, le terreau en termes de communication est relativement bon. Et donc ça facilite, quand vous êtes en période de crise, vous avez toujours des passes qui sont un peu difficiles, donc il y a beaucoup d'explications à donner et beaucoup d'accompagnement. Et de le fait d'être en entreprise libérée, les gens vont être beaucoup plus dans la compréhension, dans l'acceptation, parce qu'on est basé sur la confiance. Après, la deuxième chose, en post-crise, on a continué le télétravail. Le télétravail, c'est quand même un processus qui est assez difficile pour une partie de l'organisation, parce que c'est basé sur la confiance. Est-ce que la personne, quand elle est chez elle, travaille réellement? Est-ce qu'elle ne va pas à d'autres occupations? Vu que pour nous, c'est absolument pas une question, ce sujet n'est pas une question, parce qu'on prend naturellement, on met les personnes dans une bonne méthodologie pour qu'ils puissent délivrer un travail, et on est basé sur un travail sur la confiance. Et donc, honnêtement, le passage dans cette période de crise aujourd'hui a des hauts et des bas, mais grâce aux équipes et grâce à notre mode de fonctionnement, on a plutôt quelque chose de très positif. Je dirais le frein que ça pourrait représenter, c'est l'excès d'information et l'excès de communication. C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté dans une entreprise libérée de se dire je dois prendre absolument soin des gens, je dois absolument faire attention aux gens, les gens s'expriment énormément, et donc c'est d'aller beaucoup vers une surexposition de la communication, de surcommuniquer vers les équipes, alors qu'il faut savoir garder une juste mesure. Merci beaucoup, Philippe. Je vois qu'il est déjà 11h45, donc on va passer directement aux 3 bonnes pratiques de management que vous souhaitez tous les 3 partager. Je me réadresse à toi, Philippe, sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous partager 3 bonnes pratiques, 2 ou 3 bonnes pratiques de management que vous mettez en place à Mobilewood et qui fonctionnent bien selon vous? Donc, la première pratique qui pour moi est vraiment clé, c'est la responsabilisation des personnes et faire en sorte d'avoir confiance aux personnes. On a en particulier un processus qui est le processus du chèque cadeau. Chaque employé de Mobilewood a la possibilité de demander un chèque cadeau d'une valeur de 50 € sans justifier le pourquoi. Ce chèque cadeau est là pour remercier une autre personne. Et la seule chose qu'on demande à la personne, c'est qu'elle explique pourquoi elle remercie l'autre personne. Et tous les mois, il peut y avoir 10, 20, 30, 40 chèques cadeaux de 50 € et les personnes publiquement vont remercier une autre personne.
Après, on a ce qu'expliquait Fantin, notre volonté d'avoir une entreprise et une organisation systématiquement en mouvement avec une politique des petits pas. Donc, on préfère faire un petit pas aujourd'hui qu'un grand pas demain matin. Et l'intervigilance. Ce n'est pas parce qu'on met en place quelque chose et qu'on est persuadé que c'est bien qu'un collègue ne peut pas venir nous voir en intervigilance et nous expliquer qu'il y a quelque chose qui a à faire évoluer. Ça, c'est vraiment la responsabilisation des personnes. Après, on a tous les processus d'appropriation, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place un nouveau processus qui va impacter l'organisation sans avoir une appropriation. Par exemple, sur le nouveau site industriel qui est en train d'être mis en place dans l'écosystème à Saint-Brie, on a énormément d'actions pour faire en sorte que les équipes opérationnelles s'approprient le site, les machines. Les équipes opérationnelles vont visiter le fournisseur de machines et vont définir avec le fournisseur de machines les interfaces homme-machine. On va aller organiser des petits déjeuners, on va faire des pitch infos. Donc, il y a tout un travail d'appropriation qui est très, très important. La gestion de projet qui amène quand même de l'efficience, et ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence lors du période de confinement. Et enfin, pour moi, une des grandes forces de Mobilwood et de notre organisation, c'est la facilitation des réunions. On ne fait pas des réunions, je dirais, pour faire des réunions. Les réunions sont systématiquement facilitées, qui amènent beaucoup d'efficience dans les réunions. Super, merci beaucoup Philippe. Solène, à présent, pour la dernière question avant de passer aux questions-réponses, quelles seraient les 3 bonnes pratiques managériales indispensables qu'une entreprise doit appliquer selon toi? On est assez alignés. J'allais utiliser d'autres termes, mais je me rends compte que c'est vraiment très proche. Dans la partie responsabilisation, effectivement, moi je mettais délégation et distribution. Ce sont des termes qu'on entend beaucoup, mais au final, les managers se questionnent vraiment de comment le mettre en place de façon concrète. Donc, il faut aller chercher des choses très concrètes, là, comme des exemples qu'a donné Philippe, ou même tout simplement l'autogestion des plannings, donner la main à ses équipes pour faire leur planning, quelles que soient les activités. Donner des rôles tournants dans l'animation des réunions pour faire le lien avec les réunions. Et après, quand on a envie d'aller encore plus loin, il y a les notions qui intéressent toujours sur l'autodétermination des salaires et des augmentations. Mais ça, on va dire qu'il faut déjà avoir un terreau de communication et de cohésion qui est très important avant de se lancer là-dedans. Et puis pour faire le lien avec la partie appropriation, moi je m'étais noté justement que pour les managers, il ne faut pas juste déléguer et responsabiliser, il faut effectivement accompagner aussi ces équipes, il faut être là parce que sinon c'est une charge mentale beaucoup trop importante et ce n'est pas ça l'objectif si on est vraiment centré humain. Donc en fait il faut aussi partager un maximum d'informations, les accompagner, les expliquer. Par exemple, justement, si on veut qu'ils puissent prendre les décisions comme il faut, et ben, souvent, par exemple, les informations financières de l'entreprise, elles sont très importantes à être partagées sans pour autant faire peur avec. Donc, il faut les accompagner, dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut lire derrière ça, et que tout le monde soit bien à l'aise et qu'il y ait vraiment des communications et de l'accompagnement autour de ça. Et pour ça, il ne faut pas hésiter, comme pouvait le dire Fantin au début, à accompagner les managers dans ces sujets. Et enfin, je m'étais noté potentiellement aussi repenser tout simplement son organisation managériale. Forcément, les managers, quand on leur dit ça, ils répondent « mais du coup, quel est mon rôle demain? À quoi je sers ?» Et ça, c'est systématique. Quand on part en inspiration, en général, ils ressortent tous avec ces questions-là. Et il y a plusieurs possibilités. Il y a soit pas forcément de changement d'organisation. Ça peut rester ainsi, mais c'est les rôles qui sont repensés. Et souvent, on parle plus de leader que manager dans certaines structures. Ou même se dire, justement, peut-être qu'effectivement, c'est différent. Upsilon, maintenant, qui travaille dans le service informatique exclusivement en trinôme pour les décisions, qui ne parle plus de notion de manager, ou la DSI d'Orange qui a complètement mis à part son processus budgétaire qui est entièrement géré par des collaborateurs et plus des managers. Et donc, après, il faut aussi se poser cette question d'organisation au-delà du rôle du manager, aussi pour pas qu'ils soient frustrés parce qu'ils sont une pièce maîtresse de nos entreprises. Merci beaucoup Solène. Je m'excuse, j'ai l'impression que ma connexion Internet n'est pas si bonne que ça. On va passer tout petit peu, mais on distingue quand même ce que tu dis. Super, super, merci. On va passer aux questions-réponses. Il y avait une question de Claire, mais je crois que Solène, tu avais déjà commencé à y répondre.
Oui, je voulais juste peut-être compléter sur un aspect que, justement, comme on disait au tout début, qu'il n'y a pas forcément de modèle applicable, c'est parce que justement, c'est dû au contexte. Donc, justement, le contexte de si on a une entreprise, une collectivité et notre mission finale, bah, ça rentre forcément en jeu et c'est ça qui va faire qu'il faut adapter. Et je dirais même, par exemple, si on prend juste le privé, qu'on soit industriel ou dans le service, ça ne va pas du tout être pareil. Parce qu'à un moment donné, si on a les usines ou pas d'usines, déjà, ça revoit forcément la façon dont on fait. Notre historique, si on est une entreprise rachetée, familiale, etc., pareil, c'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, la différence entreprise, collectivité, économie sociale et solidaire, c'est tout ce qui va jouer dans le contexte. Mais en termes de méthode, à partir du moment où, du moins, on a le même objectif final centré sur l'humain et d'agilité, on parle de la même chose. Merci beaucoup, Solène. J'ai vu que Barbara avait une question pour Fontaine. Fontaine, tu parlais des managers. Et la question de Barbara est, est-ce que les managers sont des sortes de référents coordinateurs? Comment se passe le processus de décision? Ouais, du coup, sur la première question, en fait, on pourrait parler de référent, c'est plutôt un bon terme. J'aime bien l'image du technicien de maintenance. En fait, c'est une personne qui fait en sorte que toutes les machines fonctionnent parfaitement et pourtant, il ne fait pas le boulot des machines à sa place. Il est là pour, en fait, c'est comment on vient mettre juste la bonne goutte d'huile au bon endroit en tant que manager pour faire en sorte que l'équipe puisse tourner le plus possible, avec le plus d'autonomie possible, sans les laisser complètement, comme disait Solène, sans les laisser en disant bah, maintenant on va déléguer, faites tout vous-même, et puis moi je m'en vais. Et donc ça, c'est vraiment important, cette présence-là continue, elle est vraiment essentielle. Et un point qu'on n'avait pas réussi à transmettre et que là, que les managers ont vraiment repris assez fort chez nous, c'est comment on garantit le cadre. En fait, si on pose un cadre, c'est comment on arrive, on a essayé de mettre plein de process en place, de garants, de co-garants du cadre, faire en sorte que chacun est responsable. En fait, c'est super dur. Il y a besoin de, enfin, en tout cas, chez nous, on n'a pas réussi à trouver une alternative qu'avoir des gens responsables de ce cadre-là et qui sont aujourd'hui légitimement les managers. Donc ça, c'est vraiment sur la question à quoi servent les managers chez nous. Et sur la partie animation de réunion, le premier point, hein, ce que disait Philippe, et c'est vraiment essentiel, c'est avant tout des réunions facilitées. Et en fait, faciliter des réunions, moi, je vous invite à faire sortir une ou deux personnes de chez vous, à les former pendant 1, 2, 3 jours, c'est pas très long, mais à les former à la facilitation parce que derrière, en fait, vous allez gagner mais des heures et des heures de réunion et multiplié par les la dizaine de personnes qui sont dans votre réunion, en fait, vous l'avez rentabilisé en quelques semaines, cette formation. Et c'est vraiment puissant. Et donc ça, c'est vraiment le premier point, la question de la facilitation, de l'animation, de la coordination de la réunion. Et après, pour le processus lui-même, on utilise un processus qui, lui, est très basé encore sur Holacracy, qui nous a énormément servi et qui marche plutôt bien. On le modifie tout le temps et c'est le principe aussi du facilitateur que d'être suffisamment agile pour pas utiliser un cadre donné et jamais en sortir avec des œillères comme ça, mais par contre de pouvoir sentir, de voir s'il y a besoin des espaces différents. Mais sinon, concrètement, celui de base, c'est on arrive avec soit en l'occurrence pour le recrutement, par exemple, chacun individuellement a vu le candidat. On arrive avec une liste écrite de toutes les choses qu'on a vues. Donc ça, on le travaille en amont individuellement. On apporte au groupe avec une explication sans jamais rebondir sur ce qu'on dit l'autre, uniquement sur ce que moi je pense. Derrière, on fait jusqu'à ce que ça se tarisse des questions et uniquement des questions, pas de réaction, que des questions. Comprendre. Ça fait monter le groupe en puissance au niveau de la compréhension globale. Derrière, on apporte une réaction qui est facilitée où personne n'a le droit de se couper la parole. Et à partir de ça, on a toujours un proposeur. C'est la personne, soit le manager du cercle, soit le directeur de l'entreprise, la directrice de l'entreprise chez Mobilewood, voilà, la personne qui est la plus légitime pour faire la proposition de recruter ou pas, qui fait la proposition. Et derrière, on a le principe de prise de décision intégrative, principe d'objection. Donc, ce n'est pas tout le monde est d'accord, un consensus. Par contre, c'est est-ce qu'il y a une raison, est-ce que je sens une raison qui fait que si on choisit cette proposition, si on prend cette personne, ça peut causer du tort à la structure. Et dans ce cas-là, s'il y a une réponse et qu'elle est logique, qu'elle est justifiée, qu'elle est comprise par les autres,
on la recrute pas, ou on n'accepte pas la proposition, on la réintègre, on retravaille. Et un petit apport théorique que je veux bien partager parce que c'est pas mal éclairant. C'est toujours une question de posture, quel que soit l'endroit, que ce soit le manager, que ce soit dans une réunion, à tous les niveaux, c'est souvent une question de posture. Et un point qui est assez intéressant qu'on partage souvent avec nos équipes, c'est la différence entre dialogue et discussion. Le dialogue, c'est comment j'apporte de l'information pour faire en sorte de faire monter le groupe en connaissance globale. La discussion, c'est comment j'apporte une information pour essayer de convaincre l'autre. Et dans ce cas-là, on est plutôt en train de rabaisser parce que c'est mon idée, l'autre va se confronter à son idée, et là, on n'avance pas. Et du coup, d'arriver à comprendre, mais est-ce que là, dans une posture de dialogue, tu vas apporter, ou dans une question de discussion, tu veux convaincre, ça aide beaucoup. Et c'est toujours comment on arrive à se poser ces questions-là sur sa posture pour pouvoir mieux avancer. Et le facilitateur est là pour ça, toujours. Merci Fantin. Est-ce que justement tu parlais de la formation d'animateurs, de facilitateurs dans les équipes de Mobilewood? Est-ce que tu as des conseils de structures formatrices pour former vos managers, vos facilitateurs? Je me demande si FlexJob n'en fait pas. Oui, exactement. Nous, on en fait un peu aussi, de notre manière. Déjà deux, on va pas aller plus loin que le webinaire. Et après, nous, on a suivi ça c'est un peu plus long, mais lié à Holacracy, un processus très cadré. Et là, Holacracy, du coup, c'est des modèles très cadrants, hein, c'est ce que je disais au début. Pareil, là, je crois qu'il y a 7-8 personnes qui ont été formées, un petit peu plus, dans une semaine complète. Donc, eux forment aussi. Et voilà, on en trouve, il faut en chercher, mais on en trouve. Mais je pense que là, allez voir chez Ulteria et FlexJob déjà. Merci Valentin. Je vais prendre la question de Fanny et si on a le temps, on prendra la question de Pierre. Fanny demande, et je pense que ça s'adresse à FlexJob, avez-vous des conseils sur les étapes avant d'arriver à l'autodétermination des salaires? Quel est le terreau nécessaire? Oui, du coup, c'est effectivement, parce que c'est plus quelque chose dont on parle très facilement et qui peut faire le buzz pas mal de l'autodétermination des salaires. Mais justement, il y a plein d'exemples qui ont été donnés par Philippe et Fantin. Travailler sur sa communication, sur ses réunions, sur tous les autres processus de support, comme le recrutement qui était évoqué, comme la définition des budgets par équipe au niveau d'une entreprise. Même les budgets, qui sont pourtant une question d'argent, passe quand même beaucoup plus facilement que la partie salaire qui va beaucoup d'individuels aussi et qui peut amener des confrontations. Et même pour exemple justement dans une DSI, alors c'est pas toute la DSI, mais une DSI d'Orange qui allait assez loin aussi là-dessus, par exemple a trouvé ça plus facile de mettre en place un processus non standard et plus partagé sur le budget, la définition budgétaire des équipes, que le recrutement. Le recrutement, ça avait plus cristallisé parce que les personnes se sentaient presque encore plus concernées. Et donc, ils avaient commencé par le budget et là, ils allaient repartir sur le recrutement. Donc, c'est un peu aussi les sensibilités et à quel point on est mature pour communiquer sincèrement, comme le disait Philippe tout à l'heure en disant on est mature quand on sait qu'on se dit les choses, qu'il n'y a pas de non-dit, etc. Et donc, du coup, c'est aller par étapes aussi dans les processus et les outils qu'on retravaille pour pas faire des choses où on n'est pas encore prêt à se parler. Et moi, je veux bien rebondir aussi avec un petit apport. Moi, j'ai envie aussi de répondre par une question. En fait, est-ce que le salaire, est-ce que l'auto-augmentation de salaire, c'est une fin en soi ou un moyen? Et si c'est un moyen pour vous, c'est un moyen pour aller où? Parce qu'en fait, la fin en soi, elle n'est pas si pertinente que ça. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez mettre derrière? Quelle est l'intention? Qu'est-ce que ça va faire pour votre entreprise? En quoi ça va la faire progresser? Et dans ce cas-là, on commence à se poser la question pour faire progresser ça, quels sont les meilleurs moyens pour y répondre? Et l'auto-augmentation peut être un des moyens. Comme disait Solène, pas le plus simple à mettre en œuvre, peut être un des moyens. Il y en a peut-être d'autres meilleurs, plus simples, plus puissants, qui apporteront plus à l'entreprise. Mais pas confondre la finalité, ce qui est souvent le cas sur la question des salaires, par le moyen d'où on veut aller. Oui, tout à fait. Oui, merci pour cette précision. Merci Fantin, merci Philippe, merci Solène. Il est midi.
Je souhaiterais que vous puissiez nous partager… là, on n'entend plus très bien Marjolaine. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui, je disais, il est midi. On va terminer ce webinaire et je vais demander à tous les trois de partager, s'il fallait retenir une chose, si vous vouliez partager une dernière chose que vous aimeriez que les participants puissent retenir, qu'est-ce que ce serait selon vous? Solène, je te laisse commencer. Ah oui, j'ai oublié de réfléchir à ça. Je dirais inspiration et contextualisation. Moi, je dirais l'humain. Et c'est Solène qui m'a inspiré ça. Si certains comprennent, ils me comprendront. C'est le côté métastable de l'entreprise. Très, très intéressant. Et je vous invite à regarder ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas, parce que l'entreprise est vraiment dans ce contexte-là en permanence. Et c'est une vraie richesse. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses derrière. Super. Eh ben, on retient métastable. J'irai chercher aussi parce que ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Merci aussi aux participants. Si vous voulez ouvrir votre micro et réagir, faire un mot à nos participants, n'hésitez pas. Dans tous les cas, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le revoir en replay sur notre chaîne YouTube. J'espère que ce temps vous a apporté des réponses. Je remercie Philippe, je remercie Fantin, je remercie Solène et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Merci Marjolaine. Merci beaucoup. Au revoir.